Catherine, muito obrigado para a excepcional exposição que mostra a complexidade desse fenômeno. Acho que desmonta alguns mitos que se criaram em torno do tema da imigração. Mostra, mais uma vez, que você acertou em cheio a tua escolha de objeto de estudo. Isso, de fato, é um mundo, né? E é algo que nos desafia enormemente. Dos temas globais que requerem coordenação global, eu diria que, digamos, segurança, mudança climática e migrações certamente são, e fluxos financeiros são os grandes 4 temas da agenda global. Eu gostaria de abrir a palavra. Eu tinha certeza que o Jean-Yves iria ser o primeiro a se inscrever. Eu saúdo a sua iniciativa. É sempre bom tê-lo aqui. E aí vamos recolhendo outras perguntas. Se a Catherine me permite, eu recolheria 3 perguntas, 4 perguntas de uma vez, enfim, por questões de economia de tempo. Jean-Yves. Posso falar em francês? Pode falar em francês, é claro. J'ai été impressionné par le travail, mais j'ai senti un peu dans votre discours un souffle militant. Et je voudrais vous poser simplement la question. Vous êtes demain déplacé de Sciences Po à la Commission européenne, dans le service qui s'occupe des migrations. Quel conseil, quelle proposition faites-vous aux responsables politiques? Merci, c'est une question très importante. Compte tenu des réalités qui ne sont pas seulement statistiques, qui sont des réalités de comportement, de clivage politique dans les pays. En bref, quelle politique vous pensez qui serait différente du désordre que vous avez décrit? Alors, merci beaucoup. J'ai eu l'occasion d'intervenir. Est-ce qu'on peut prendre une minute de Oui, question? tout à fait. Ok, bom, eu gostaria de saber o seguinte... Espera um pouquinho, deixa ela pegar aqui Tanto no pós-Segunda Guerra Mundial, como atualmente, houve uma certa reticência em receber os imigrantes. Por outro lado, aparentemente, existe uma diferença de perfil destes mesmos imigrantes entre o pós-guerra e a situação atual. Gostaria de saber a sua opinião a respeito. Merci. Roberto Teixeira da Costa. Comment vous voyez la collaboration d'ACNUR, qui est l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés? Vous croyez qu'elles ont fait un bon travail, continue sendo une bonne collaboration? La collaboration entre les... Collaboration d'atteindre les compromis qui sont responsables. Pour les compromis, oui. D'accord. Je vais répondre à ça déjà. Oui. Minha pergunta é com relação às migrações ambientais. A América Latina, principalmente os países aqui na América do Sul, temos a Bolívia e o Peru, que já desenvolveram um conceito na verdade, de imigrante ambiental para a proteção legal desses migrantes. Gostaria de saber qual seria a política migratória da Europa com relação à temática. Se existe essa abertura para desenvolvimento de legislação doméstica ou de acordos regionais. Obrigada. Antes da sua resposta da Catherine, vou pedir que quem estiver com a tradução simultânea, que a escute num volume que, evidentemente, seja audível, mas que não extravase demais, senão cria um ruído desnecessário no ambiente. Tá bem? Alors, tout d'abord, merci pour toutes vos questions qui sont très, très riches et très diversifiées. Alors, et je ne pense pas que j'ai un discours spécialement militant parce que je ne fais partie d'aucun parti politique, je rappelle les choses. Et je crois que tous mes collègues universitaires
diront à peu près la même chose que moi. Donc, ce n'est pas très original ce que je vous dis, mais ça correspond au résultat de toute une série de travaux. Alors, quel conseil je donnerais à la Commission européenne? D'abord, j'ai été amenée à discuter avec eux à de nombreuses reprises à Bruxelles, non seulement des gens de la Commission, mais aussi du Parlement européen. J'ai été aussi au Conseil pour des réunions, au Conseil de l'Europe comme expert. Je suis allée aussi au HCR pendant 5 ans, etc. Quels sont les conseils? Le premier conseil que je dirais, alors il ne faut pas oublier que qui s'occupe des questions migratoires en Europe, ce sont ce qu'on appelle justice des affaires intérieures, c'est-à-dire des gens qui sont spécialistes des questions de sécurité. La migration en Europe, c'est traité par des spécialistes de la sécurité. Le commissaire européen qui était là en place avant la nouvelle commission, c'est M. Avramopoulos, qui était ministre de la Défense en Grèce. Donc ça donne une idée, c'est sûrement quelqu'un de très bien, je ne le connais pas, mais ce sont des gens de la sécurité. Donc l'approche européenne des migrations aujourd'hui, alors que je vous ai montré qu'il y avait beaucoup d'aspects qui ne concernaient pas la sécurité, c'est la sécurité. Donc l'immigration, depuis le traité d'Amsterdam, 1997, est traitée par des spécialistes de la sécurité, c'est-à-dire de la police, du renseignement, de toute une série de la défense, etc. Donc ça donne un biais. Avant, c'était les affaires sociales, les affaires du travail qui concernaient la migration. Donc il y a eu un changement à 360 degrés dans l'expertise des personnes en la matière. Premier conseil, je dirais, il faut ouvrir plus les frontières. Parce que si on ouvre plus les frontières aux non-européens dans les secteurs du marché du travail où on manque de main-d'œuvre, on aurait beaucoup moins de trafic et de morts en Méditerranée parce que les gens viendraient légalement, comme c'était le cas dans le passé, avant 1974, pour travailler dans les secteurs où on en a besoin. On aurait moins de difficultés à faire le tri pour les demandeurs d'asile entre ceux qui correspondent vraiment au profil de réfugiés et ceux qui sont des gens qui cherchent du travail mais qui, ne pouvant légalement entrer comme travailleurs, tentent, mais souvent dans l'insuccès, l'asile, ce qui n'était pas le cas dans les années 70, puisque les demandeurs d'asile les correspondaient au profil et donc 80% des gens obtenaient le statut. Aujourd'hui, en Europe, 50% à peu près, il y a eu beaucoup de progrès, obtiennent le statut de réfugié depuis la crise syrienne. Donc faire en sorte qu'on ouvre plus les frontières. On le fait en réalité, mais on ne le dit pas. J'insiste beaucoup sur le fait que la politique européenne est très hypocrite. Je l'ai dit à propos de Dublin, mais je dis aussi pour l'ouverture des frontières. On a commencé à ouvrir les frontières parce qu'on ne peut pas faire autrement avec l'Ukraine. Avec l'Ukraine, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, et avec la Moldavie, c'est petit, mais bon, ça fournit de la main-d'œuvre, qualifiée et non qualifiée. Mais on ne l'a pas trop dit dans la presse, il y avait très très peu de choses là-dessus, parce que l'Ukraine, c'est quand même plus de 60 millions de personnes. Et il y a beaucoup de pays comme l'Italie, la Suisse, qui ont des accords, et l'Espagne, qui ont des accords bilatéraux avec leurs voisins non européens pour fournir de la main-d'œuvre, avec l'Albanie pour l'Italie, pour la Suisse avec différents pays et l'Espagne avec le Maroc. Donc en fait, on ne le dit pas trop, mais en fait, il y a des frontières qui sont entrouvertes, mais on ne le dit pas parce que ça ne fait pas partie de la politique commune européenne. Donc ouvrir les frontières de façon affirmée pour les secteurs pour lesquels on manque de main-d'œuvre. Il y a des milliers de métiers qui ne sont pas fournis en Europe, et alors qu'en même temps, il y a des quantités de gens qui voudraient venir y travailler, ce qui simplifierait la situation légale des gens. Deuxième, disons, réforme, il faut absolument harmoniser l'asile. Il faut que la même personne qui demande l'asile à un pays européen ait les mêmes chances, compte tenu de son profil, ou pas d'ailleurs, d'obtenir le statut de réfugié. Aujourd'hui, on est dans un bricolage énorme de situations diverses parce que chaque pays, ce qui est normal, applique la Convention de Genève en pleine souveraineté, mais on devrait imposer des normes beaucoup plus exigeantes pour chaque pays, parce qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on est à contre-courant des autres pays européens. L'asile a diminué, mais en France, il a monté parce qu'il y a des gens qui se sont fait refuser dans un pays et qui font rouvrir leur dossier, ce qui en principe est illégal par rapport au système de Dublin, pour redemander l'asile en France avec des éléments nouveaux qui vont introduire. Donc on a une augmentation croissante de la demande d'asile. Donc il faut absolument canaliser ce système pour avoir un régime d'asile commun, transparent, ce qui n'est pas le cas, parce que chacun, en fonction des intérêts plus ou moins officiels et officieux qu'il a avec tel ou tel pays, va ou pas demander l'asile, notamment les pays avec lesquels on fait du commerce, les pays
pour lesquels on compte sur eux pour voter pour nous aux Nations Unies, etc. On est dans un système de marchandage colossal en la matière, donc il faut harmoniser l'asile. Troisième conseil je donnerais, il faut que les étrangers non européens, dans tous les pays européens, et ce n'est pas le cas pour l'instant, aient la possibilité d'être citoyens à l'échelon local. Parce que s'ils ne sont pas citoyens, pour l'instant, il y a 15 pays sur 28 qui ont donné la citoyenneté locale comme électeurs et éligibles aux non-européens. Des partis politiques racistes et d'extrême droite utilisent le fait qu'ils ne sont pas électeurs pour jouer sur le discours populiste contre eux, puisqu'ils ne sont pas électeurs. S'ils étaient électeurs, on n'aurait pas ce genre de pratique qui existent dans les pays comme la France où ils n'ont pas le droit de vote local. Donc ça, c'est 3 mesures simples, à mon avis, qui pourraient être appliquées au lieu des bricolages un peu gris dans lesquels on se trouve actuellement en la matière. C'est voilà, les éléments que je proposerais. Mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais le chercheur que je suis, et comme mes collègues d'ailleurs, sont peu entendus, parce que ce qui compte dans la décision européenne, c'est les sondages et la montée de l'extrême droite. C'est les 2 éléments essentiels de définition des politiques migratoires. Deuxième question, les réticences à recevoir des immigrés, différence de profil. Les immigrés et surtout les réfugiés ont toujours été très mal accueillis en Europe. Il faut le rappeler, les réfugiés espagnols dans des camps, il ne faut pas l'oublier, en 1939. Donc, ce n'est pas nouveau, si j'ose dire. Les seuls qui ont été bien accueillis, ça a été les Vietnamiens en 1975, parce que quand on les accueillait, on faisait de la politique grand format entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. C'était la bipolarisation, et on voulait montrer que l'Ouest était capable de donner une solution à des gens qui avaient été torturés par le communisme. Et donc là, on les a bien accueillis. 80-90% des gens ont obtenu l'asile. On est allé les chercher dans les camps, etc. Donc ça s'est très bien passé pour eux, mais pour tous les autres, ça a été une galère folle. Aujourd'hui, la différence de profil dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, il y a eu beaucoup de migrations de réfugiés qui étaient plutôt des désenchevêtrements de situations qui étaient liées à la guerre. Par exemple, l'Allemagne a reçu 12 millions de gens qui vivaient dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, pour l'essentiel. Et donc, mais c'était des Allemands qui ont été réaccueillis, si j'ose dire, par l'Allemagne, parce que les frontières de l'Allemagne ont changé. Elle s'est rétrécie vers l'ouest. Et donc, moi, j'en connais, j'ai des collègues comme ça qui étaient enfants, qui se souviennent de la longue marche qu'ils ont faite pour venir de Wrocław jusqu'à l'Allemagne actuelle, etc. On a eu des mouvements de population. Donc, une partie était des Européens réinstallés compte tenu des transformations de frontières de l'après-guerre. Et puis après, on a eu les périodes de croissance donc de l'Europe. La France, l'Allemagne, le Benelux ont reçu des Italiens, des Portugais. Les premières nationalités en France, qu'on oublie, c'est les Portugais. Et puis, on a reçu aussi des gens ensuite, progressivement, du sud, de la Méditerranée. Donc, mais il ne faut pas oublier que les Algériens avaient libre circulation dès la fin du 19e siècle et sont sortis de ce système en 1973, donc c'est pas nouveau, la migration algérienne en France. Et donc aujourd'hui, on a plutôt effectivement des non-européens, mais aussi des Européens, parce que je vous ai dit, le tiers des migrations en Europe, c'est des Européens, ce qu'on oublie beaucoup. Et la situation actuelle, où on a aussi, bien sûr, l'héritage du passé colonial de certains pays européens, comme la France, l'Angleterre, le Portugal, les Pays-Bas. Une grande partie de leurs migrants sont des ex-coloniaux, mais pas seulement. Le profil, aujourd'hui, on a des gens plutôt plus qualifiés qu'on avait dans le passé. On a eu beaucoup de bras qui sont arrivés dans le passé. Aujourd'hui, on a à la fois des non qualifiés, des moyennement qualifiés, des très qualifiés. Donc, il y a une diversification considérable des profils de migrants et beaucoup plus de femmes. En Europe, 51% des migrants sont des femmes. À l'échelle mondiale, je vous ai dit, c'est 48%. Mais en Europe, c'est beaucoup de femmes, beaucoup de mineurs, beaucoup de réfugiés, etc. Donc, on a des populations, disons, plus du Sud que dans le passé, mais pas nécessairement moins qualifiées que dans le passé. Mais la réticence à les recevoir, c'est toujours aussi vrai, et notamment dans le contexte européen de la montée des extrêmes droites de certains pays. La collaboration pour le compromis, on a beaucoup de mal on collabore avec les pays du Sud pour essayer d'avoir des accords, notamment des accords de reconduction à la frontière, notamment.
pour qu'ils acceptent de reprendre les sans-papiers. Et nous, on prend plutôt les qualifiés. Donc, il y a aussi le débat avec eux sur l'exode des cerveaux. Mais enfin, il y a toute une série de collaborations en la matière. Des collaborations aussi pour que les pays interdisent le départ d'irréguliers de chez eux, plus ou moins bien respectés par les tribunaux des pays du Sud. Mais ça existe. On a des accords avec plusieurs pays, Sénégal, l'Algérie, le Maroc, la Libye, etc. Alors, sur les thématiques environnementales, aucun statut pour l'instant en Europe pour les déplacés environnementaux. Ils ne sont pas considérés comme réfugiés. On n'en a pas beaucoup. Comme je vous disais, la plupart des déplacés environnementaux, ils se déplacent dans leur région du monde, mais ils ne viennent pas jusqu'en Europe. Les pays les plus menacés, pour ce qui nous concerne, c'est les pays du Maghreb, parce qu'ils sont voisins du Sahel, et eux, ils ont des déplacés environnementaux. Mais en Europe, pour l'instant, c'est plutôt une échéance en deuxième position. On n'est pas une première, disons, destination pour ces déplacés environnementaux. Muito bem, eu vou abusar da minha prerrogativa, eu vou fazer mais uma última pergunta. Catherine, est-ce que Je vais vous avez reprendre besoin pour les questions. Ça dépend dans quelle langue elles sont posées. Nós olhamos aqui basicamente a questão de fluxos, a questão de saída, recepção, e eu acho que vale a pena tocar no tema da integração. Ah oui. Olhar a história, sobretudo a história europeia, que lições podem ser aprendidas do ponto de vista de políticas de integração de comunidades de imigrantes, sobretudo daquelas comunidades de imigrantes que vêm de culturas distintas, muitas vezes de religiões distintas. É evidente que é mais fácil integrar, digamos, populações alemãs que, por acaso, moravam na Tchecoslováquia e voltaram para a Alemanha. É outra coisa muito distinta integrar a população europeia, imigrantes e refugiados do norte da África, do Oriente Médio. O que nós aprendemos ao longo dos últimos 40, 50 anos e que pode ser útil para orientar a política de imigração e de integração daqui para frente? D'accord. Je réponds maintenant? Oui. D'accord. Merci beaucoup pour cette question que je n'avais pas traitée parce que je me suis concentrée sur les flux migratoires. Alors, l'intégration, en principe, au niveau européen, elle n'est pas définie au niveau de la Commission européenne. Autant la Commission, le Conseil et le Parlement européen décident concernant les politiques migratoires de flux, puisque là, c'est un système d'empilement d'accords qui concerne la fermeture des frontières, le système de Schengen aux non-européens, les accords de Dublin sur les réfugiés, toute une série de dispositifs de Frontex qui patrouillent sur les frontières extérieures de l'Europe et notamment en Méditerranée. Alors ça, c'est Bruxelles. Les flux, c'est Bruxelles. En revanche, les populations installées, les stocks, comme disent les démographes, ce sont chaque pays européen individuellement. C'est ce qu'on appelle la subsidiarité. En Europe, on a un partage des compétences entre ce qui se décide à Bruxelles, l'économie par exemple, et puis ce qui se décide à l'échelon des États. C'est notamment tout ce qui est vivre ensemble, ce qui est la culture, l'éducation, etc. Parce qu'on considère que chaque pays est davantage capable de gérer à un niveau moindre, plus local ou national, ce genre de questions qu'à l'échelon de l'ensemble des pays européens. Donc c'est ce qu'on appelle la subsidiarité. Sauf que aujourd'hui, dans le contexte actuel, les pays européens sont de plus en plus souverainistes, comme on dit en français, c'est-à-dire soucieux de montrer qu'ils gèrent eux-mêmes leurs frontières, et ça a été notamment le cas avec la montée des partis populistes en Europe. Donc, ils veulent montrer qu'ils gèrent eux-mêmes leurs frontières. Donc, on a une sorte de nationalisation des politiques de flux et une sorte d'européanisation des politiques d'intégration. Parce que l'Europe, la Commission, suit la façon dont les pays européens définissent le vivre ensemble dans chacun des pays et avec un certain nombre de critères. Elle a même un système de mesure qui s'appelle le MIPEX, M-I-P-E-X, qui mesure ce qu'on appelle les bonnes pratiques dans la gouvernance européenne. Les bonnes pratiques, c'est très important. Good practices, comme on dit. Et donc, chacun
a des bonnes pratiques pour certaines choses et des mauvaises pour d'autres en matière d'intégration. Et les bonnes pratiques sont proposées, sont épinglées par Bruxelles et proposées comme bonnes mesures. Je donnerai quelques exemples de convergence. Par exemple, le droit de la nationalité. Le droit de la nationalité, ça appartient à chacun des États dans sa législation sur la nationalité. Mais ce qu'on observe, c'est que depuis les années 1990, les pays qui étaient des pays, sauf l'Italie, mais tous les autres qui étaient des pays de droit du sang, ont introduit dans leur législation des éléments de droit du sol pour mieux intégrer les deuxièmes générations. C'est le cas notamment de l'Allemagne, c'est le cas des pays du Nord, c'est le cas de la plupart des pays européens. La France était un pays d'équilibre, déjà droit du sol, droit du sang, depuis longtemps, depuis la fin du 19e siècle. L'Angleterre est un pays de droit du sol, comme l'Irlande. Et donc, les pays qui n'étaient pas des pays de droit du sol ont introduit des éléments de droit du sol dans leur droit du sang initial. Donc ça, c'est un exemple de convergence des politiques européennes en toute liberté, si j'ose dire, mais quand même dans la convergence. Il y a par ailleurs, sur la lutte contre les discriminations, plusieurs directives européennes qui ont été énoncées en 2000 et qui obligent, les directives, elles ont une force supérieure à la loi, donc elles obligent les pays européens à avoir une législation nationale de lutte contre les discriminations raciales. Donc ça, c'est un élément de convergence des pays européens. L'harmonisation de l'asile, le système de Dublin, est en principe une harmonisation, pas seulement de la délivrance du statut de réfugié, mais du traitement des réfugiés, c'est-à-dire les politiques d'accueil des réfugiés, par exemple, qui doivent tendre vers la convergence, les cours de langue pour les demandeurs d'asile, etc. Tout ça, c'est le temps d'attente aussi qui a été défini, même s'il n'est pas respecté, il est quand même défini. Tout ça, ça fait partie du dispositif européen, du dispositif national, mais qui s'est européanisé. Également des politiques qui concernent la thématique des deuxièmes générations, la scolarisation, la lutte contre les ghettos urbains, etc. Tout ça, c'est des politiques nationales, mais qui sont comparées à l'échelon européen. Je vous donnerai des exemples de bonnes pratiques, qui considérées par l'Europe comme telles, mais qui ne sont pas nécessairement des bonnes pratiques. En France, on a introduit au début des années 2000 ce qu'on appelle le contrat d'accueil et d'intégration, qui demande l'acquisition d'un certain nombre de valeurs pour, par exemple, les gens qui obtiennent le statut de réfugié, les femmes ou les hommes qui entrent dans le cadre du regroupement familial, les gens qui se font naturaliser. Donc, il y a un certain nombre de cours de langue obligatoires, de la langue française, par exemple, et des éléments de la culture française, les grandes dates, et puis les valeurs de la République. On rappelle aux gens qu'on est dans un État laïque, par exemple, qu'on ne peut pas porter le foulard si on veut être dans la fonction publique, ni un indice ni porter un indice d'appartenance religieuse. On rappelle toute une série d'éléments sur le respect du principe d'égalité homme-femme, sur l'obligation de scolariser les enfants, enfin toute une série d'éléments de la vie quotidienne. Et ça a été considéré, alors à mon avis c'est relativement su par les migrants, mais c'est obligatoire. Donc ils ont des cours là-dessus, ils doivent montrer qu'ils savent tous ces éléments qui font partie des valeurs de la société française. Et ça a été adopté par beaucoup de pays européens parce que l'Union européenne a considéré que c'était une bonne pratique. De même que, par exemple, la lutte contre les discriminations, qui est inspirée de l'Angleterre, qui était la première à avoir une politique entrée dans la loi, a été considérée comme une bonne pratique qui devait se développer, d'où l'adoption d'une directive européenne en 2000 sur la lutte contre les discriminations, notamment pour l'entrée dans le marché du travail. D'autres exemples de bonnes pratiques, la politique de la ville, lutter contre les ghettos urbains et qui concerne les populations issues de l'immigration, et développer la valeur de la diversité. La diversité est considérée comme une des valeurs de l'Union européenne pour vivre ensemble, par exemple. Donc ça, c'est un exemple d'impulsion de l'Europe pour quelques politiques qui sont menées en la matière. Et dans l'ensemble, moi, je dirais que si on regarde les enquêtes qui sont faites dans les pays européens,
et notamment dans le cas français que je connais le mieux, l'intégration fonctionne. Contrairement à une idée répandue, l'intégration fonctionne. On en parlait tout à l'heure. Les gens issus de l'immigration, ils arrivent à, finalement, malgré les discriminations, les handicaps liés au statut, etc., à faire leur route dans les sociétés d'accueil. Ce qui entrave beaucoup les gens, c'est l'illégalité du statut. Plus on leur rend la vie difficile en termes de statut, difficile régularisation, difficile accès au statut de réfugié, etc., les critères très difficiles pour le regroupement familial, plus on endommage leur intégration future. Donc la politique de dissuasion qui est menée aujourd'hui par les pays européens à l'égard des nouveaux entrants a un impact, bien sûr, sur leur intégration future. Pour des gens qui sont restés dans des situations d'illégalité pendant des années, ils ne vont pas s'intégrer dans les meilleures conditions, si j'ose dire, hein. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup de mariages mixtes, par exemple, notamment en France, mais dans beaucoup de pays européens. On a une sorte de bricolage du religieux musulman avec les sociétés laïcisées qui concernent tous les pays européens. On a dans l'ensemble une promotion sociale et professionnelle des jeunes issus de l'immigration par rapport à leurs parents, même s'il y a des choses qui ne marchent pas du tout, même s'il y a de la radicalisation religieuse, même s'il y a des ghettos urbains, même s'il y a de l'échec scolaire, etc. Dans l'ensemble, tous les travaux d'enquête montrent que l'intégration fonctionne dans la plupart des pays européens. Peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais dans l'ensemble, c'est un système plutôt ascensionnel. Et c'est souvent les derniers arrivés qui permettent la promotion de ceux qui étaient déjà là dans la plupart des cas. Muito obrigado, Catherine. Obrigado pela excelente exposição, pela resposta às perguntas. Obrigado a todos que ficaram pour les questions aussi, aqui merci. até agora. E obrigado mais uma vez ao Consulado da França. Espero voltar a esse tema, né? Assim como a Catherine escolheu esse tema, acho que é fundamental acompanhar a evolução desse tema. É um tema que está aqui, digamos, como ela mesma disse, está aqui para ficar e ele provoca tensões, né? Nós tangenciamos algumas delas aqui, vamos continuar acompanhando esse tema e aprofundar a discussão. Muito obrigado a todos.